enregistre et puis il faut y aller. Ah, j'ai bien, oui. Joël. Joël. Elle est où, Joël? Elle est là. Bonsoir à toutes et à tous. On a eu quelques problèmes techniques qui ont un petit peu retardé l'Agora, mais bon, c'est bon, on peut y aller. Donc, au nom d'Harmonie Mutuelle, je voulais vous remercier tous pour votre présence ici, à l'hôtel Ibis style République de Clermont-Ferrand. Et je voulais remercier aussi tous ceux qui sont parmi nous en distanciel, derrière leur écran. Vous m'entendez bien? Là? C'est mieux comme ça. Bon. Voilà, je voulais aussi dire un grand merci à nos intervenants, parce qu'ils sont tous là à titre bénévole, donc il fallait le souligner. Voilà, c'est fait. Voilà, sinon, je me présente, je m'appelle Joël Gatignol, je suis déléguée Harmonie Mutuelle. Donc nous sommes ici sur le territoire Auvergne 53 délégués Harmonie Mutuelle, 53 élus qui représentons les adhérents. Nous sommes bien entendu tous des bénévoles. Voilà. Et nous sommes présidés par une présidente de territoire qui s'appelle Marie-Hélène Closon et qui va venir vous dire quelques mots d'introduction. Je vais te donner bien, Marie-Hélène. Mesdames, Messieurs, chers participants, Harmonie Mutuelle et les élus du territoire Auvergne, et plus spécialement ceux de l'espace d'engagement vulnérabilité, vous ont invité aujourd'hui pour échanger autour d'un sujet qui touche de nombreux élèves et leurs familles. Le harcèlement scolaire peut prendre différentes formes, physiques, verbales, psychologiques, numériques et quelquefois malheureusement se terminer tragiquement. Cette conférence débat sera l'occasion de mieux comprendre ce problème, d'en parler ouvertement et vous permettre de nombreux échanges avec nos différents intervenants. Voilà, merci Marie-Hélène. Donc, avant de passer la parole à nos intervenants, vous allez pouvoir assister à une projection vidéo qui va vous parler un peu d'Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, c'est bien plus qu'une mutuelle. Grâce à un accompagnement global en termes de prévention, santé et prévoyance, nous apportons des réponses dans le domaine de la santé au travail à plus de 100 000 entreprises et 50 branches professionnelles, gages de performance. Nous garantissons une protection sociale adaptée à 165 000 entrepreneurs pour les aider à gagner en sérénité. Nous protégeons au quotidien plus de 5 millions de personnes, dans les hauts et les bas de leur parcours de vie. Nous nous appuyons sur le groupe Vive et un collectif solide, présent partout dans les territoires. 5 600 salariés, 1 600 délégués, nos adhérents élus. Tous mobilisés pour conseiller, accompagner et soutenir. Notre modèle économique ? Pas d'actionnaires à rémunérer. Et nous sommes les seuls à garantir que 80% minimum des cotisations santé soient redistribuées à nos adhérents. En 2025, nous activons le dividende Éco-Santé, 84 millions d'euros, redonnés à nos adhérents et entreprises. Nos clients nous font confiance, grâce à notre sérieux et notre engagement à les soutenir avec efficacité. Nous faisons bien plus que rembourser des soins. Nous agissons sur la santé, la qualité de vie, le lien social, l'environnement, en résonance avec notre raison d'être. Agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société en mobilisant la force des collectifs. Grâce au mouvement de l'éco-santé, nous facilitons le passage à l'action pour permettre à chacun de prendre soin de sa santé en agissant plus tôt, plus vite et autrement. Près de 700 000 personnes ont bougé grâce à Harmonie Mutuelle et nous visons une réduction de 48% de notre bilan carbone d'ici 2030. Nous avons le pouvoir d'agir, ensemble, pour une santé durable. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à nos intervenants qui vont chacun se présenter et vous dire quelques mots qui ont trait au harcèlement scolaire. Donc, ils vont chacun s'exprimer environ 5 minutes.
Donc voilà, on va commencer par Monsieur Gardette. Bertrand Gardette, bonjour, merci Madame Gatignol et merci pour votre invitation. Il est facile en fait le lien entre le harcèlement, alors je me présenterai après, alors non, je vais peut-être commencer par me présenter avant, je suis désolé, je ne respecte pas la procédure. Donc Bertrand Gardette, je suis dans ma vie CPE, conseiller principal d'éducation à Clermont, au lycée Lafayette, depuis très longtemps. Et c'est là qu'en 2002, j'étais pour la première fois confronté à ce phénomène qui n'était pas nommé, qui n'avait pas de nom. Qui n'était pas un phénomène spectaculaire, ce n'était pas un point dans la figure, ce n'était pas une agression au couteau, c'était une petite moquerie au quotidien. Bon, vous savez, quand on avait fait l'armée, je suis sûr que ça va parler à quelqu'un, on disait, ouais, il faut apprendre à faire ses classes, il faut apprendre à s'endurcir. Et on avait encore ce registre de vocabulaire-là lorsqu'on parlait de ce phénomène qui ensuite allait s'avérer être le harcèlement. Voilà, donc une rencontre décisive pour moi, 2002, Jean-Pierre Bellon. On fonde en 2006 l'association de prévention des phénomènes de harcèlement entre élèves, qui était à l'époque la première association à s'occuper de cette question du harcèlement scolaire. Voilà, depuis on a 2010, c'est notre premier livre, Harcèlement scolaire, la face cachée de la violence scolaire. On a ensuite sorti 3 autres livres, dont le dernier, qui s'appelle Vaincre le harcèlement. C'est possible, la méthode des préoccupations partagées, on en parlera peut-être un peu plus tard. Voilà, donc ça fait maintenant quasiment 25 ans qu'on travaille sur cette problématique du harcèlement. Et voilà, donc je voulais revenir à mes propos. Le lien entre le système mutualiste et l'engagement qui est le vôtre et le harcèlement, il est clair, il est simple finalement. C'est aussi considérer que le harcèlement, c'est un risque de survenue d'un événement, bien sûr, mais aussi un risque statistique. On sait qu'il y a un certain nombre d'élèves, alors c'est une approche froide, c'est la statistique, environ en collège entre 5 et 8% des élèves qui peuvent être victimes de harcèlement en tant que victimes, et on sait qu'en lycée il y en a un peu moins, mais il y aura toujours ces 4 ou 5% d'élèves qui peuvent être exposés à ce risque. Alors c'est tout à l'honneur d'Harmonie Mutuelle et des mutuelles de prendre en compte ce risque, et ça commence de plus en plus à se développer. Elle s'adresse aux victimes à cette prise en compte, et notamment à travers des conseils, à travers des interventions comme aujourd'hui, et peut-être aussi le soutien financier à des soutiens psychologiques des élèves victimes. Donc voilà, je crois que c'est voilà, tout à notre honneur. On a peut-être aussi une réflexion à développer du côté des harceleurs, parce que le harceleur élève, c'est pas le harceleur adulte. Peut-être que le harceleur élève partage avec la victime une souffrance commune, même s'il ne l'exprime pas de la même manière. Et dans ces cas-là, on devra d'abord s'occuper de la victime, et après on prendra en charge le harceleur. Voilà, Hélène Molière, qui est une psychanalyste, a écrit un livre sur le harcèlement scolaire, et elle dit le point commun entre la victime et l'agresseur, c'est la souffrance. Mais ce qui diffère, c'est la façon de s'exprimer. Voilà pour ça. Je vais peut-être commencer par vous donner une définition du harcèlement. C'est un point de départ. Il y en a plein des définitions du harcèlement. On peut travailler sur 3 ou 4 définitions. Ce qui est consensuel à travers la littérature internationale, c'est cette définition-là qu'on doit à Dan Olweus, c'est un Norvégien. En gros, qu'est-ce que c'est que le harcèlement ? Ce sont ces 1001 façons de tourmenter un camarade qu'utilisent un ou plusieurs élèves, et qu'ils utilisent à l'encontre d'un élève qui est dans l'incapacité de se défendre dans ce contexte. Un élève victime de harcèlement, tout seul, il ne peut pas s'en sortir. C'est trop compliqué, c'est trop impressionnant. La dynamique est faite de manière à ce que même s'il essaie de se défendre, il va s'enliser un peu plus. Le harcèlement à l'école, contrairement au harcèlement entre adultes, c'est une relation triangulaire. Il y a une victime et un agresseur, et il y a les pairs. Et le rôle des pairs est déterminant, c'est-à-dire les pairs, les témoins, les autres élèves qui regardent la situation. Le rôle des pairs est déterminant, soit la plupart du temps ils se testent, soit ils peuvent contribuer à alimenter ce harcèlement, soit aussi, et c'est peut-être un des paris, si on s'adresse à eux, si on leur fait confiance, si on prend le pari de les former, de jouer la carte de la sensibilisation, on peut s'en faire des alliés pour neutraliser le harcèlement. 3 caractéristiques aussi reconnues et consensuelles. La première, c'est la disproportion des forces. Ce sont des agresseurs, les intimidateurs sont des gens qui sont plus forts, plus nombreux, plus vieux, qui sont aussi capables de s'imposer plus dans une classe. Première caractéristique. La deuxième, c'est la répétition des faits. Alors, combien de temps faut-il avant qu'on parle vraiment du harcèlement
Ça dépend un peu de la capacité de résistance psychologique de l'élève qui en est victime, mais ça peut aller très vite. Ça, on va dire au bout de 15 jours, 3 semaines, on peut déjà parler, 15 jours c'est sûr, on peut déjà parler de harcèlement. Combien de temps ça dure? Ça dure autant que l'agresseur et la victime sont en contact, sans que les adultes ne soient intervenus. Ça peut durer une année scolaire, ça peut durer une scolarité entière, on l'a vu. Le troisième point, qui fait peut-être d'ailleurs, c'est peut-être un des signes pour repérer une situation de harcèlement quand on est adulte, quand on est parent, quand on est éducateur, c'est l'isolement de la victime. Un élève victime de harcèlement va s'isoler, va être coupé du reste de la classe, et cet isolement, on va le repérer assez rapidement. Il va être présenté jamais comme un isolement subi de la part de la victime, en disant non mais moi j'ai plus envie de leur parler. Donc c'est un isolement qui est présenté comme étant volontaire, mais qui n'est pas du tout. Et cet isolement aussi, c'est une caractéristique. Alors est-ce que c'est une cause ou une conséquence? Là aussi, ça serait une question. Mais en tout cas, il est très clair que ces trois caractéristiques sont consensuelles. Et quel que soit le pays dans lequel vous regardez la définition de harcèlement, on arrive à ça. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Enola Villassa, j'ai 22 ans et je suis la présidente de l'association CVHS 63. CVHS 63, donc contre les violences et le harcèlement scolaire dans le Puy-de-Dôme, c'est une association qu'on a fondée en 2023 avec Sandra ici présente et Alex qui est coprésident. Cette association, comme vous pouvez le voir, elle a des présidents assez jeunes, c'est volontaire puisque comme M. Gardette l'a dit tout à l'heure, nous sommes tous acteurs dans cette lutte contre le harcèlement, qu'on soit étudiant ou bien retraité, peu importe. CVHS, elle intervient aussi bien en établissement scolaire que dans des entreprises ou alors même en privé avec des cas particuliers. Voilà. Moi, j'ai décidé de rentrer dans cette association-là car j'ai vécu du harcèlement tout au long de ma scolarité, des violences sexistes et sexuelles aussi. J'ai suivi des formations, plusieurs formations pour pouvoir être là devant vous. Et voilà. Je passe le micro à Sandra. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc oui, on ne rentre pas dans ce combat-là par hasard. Je remercie d'ailleurs M. Gardette d'avoir été un des précurseurs en fait dans ce domaine. Je fais partie de ces jeunes qui n'ont pas bénéficié de cette attention. Voilà, donc moi j'ai été victime de violences intrafamiliales, familiales, scolaires, scolaires de la maternelle jusqu'au collège. Je crois que ma pire période d'ailleurs ça a été le collège, où là les violences et le harcèlement étaient de la part de professeurs. Donc un professeur en particulier, professeur de maths, c'est peut-être pour ça que j'ai été nulle toute ma vie en maths. Peut-être, ça s'explique. Donc les châtiments corporels, ça s'appelait comme ça aussi. Voilà. C'était vraiment les termes utilisés et c'était tout à fait, on va dire, commun et courant. Voilà. Il y a 15 ans, une rencontre a fait que eh bien, je suis rentrée pleinement en fait dans le bénévolat et dans l'accompagnement sur un lycée sur Thiers et une CPE à l'époque, donc Sophie Boissière, pour accompagner un groupe d'élèves parce que également le sujet des violences et du harcèlement était vraiment un sujet d'importance pour l'établissement et c'était un sujet qu'il fallait absolument traiter. On accompagne et on intervient, nous, association, de la maternelle. Et oui, malheureusement, ça commence extrêmement tôt. On parlait de violence tout à l'heure. Les violences se sont extrêmement élargies. Les champs de violence, elles ne s'arrêtent plus aux violences verbales, physiques ou psychologiques. On rencontre des violences économiques, on rencontre des violences sexistes et sexuelles, administratives, même dès la maternelle, donc jusqu'aux études supérieures. Donc nos champs d'action, c'est les interventions en sensibilisant, bien évidemment, dans les établissements scolaires, en faisant de la formation,
On accompagne également les victimes, mais également, et Monsieur Gardet, vous avez raison, il faut également accompagner les auteurs, et nous le faisons. Car pour ma part, j'en suis un exemple, malheureusement aussi, c'est que vous aurez compris que j'ai été victime une grande partie de ma vie, mais ma première année de lycée, j'ai été auteur de violences et de harcèlement scolaire à l'encontre de 2 élèves de ma classe et une professeure. L'image qu'on donne toujours en intervention, c'est on peut être et on est les 2 faces d'une même pièce. Et on peut basculer d'un moment à l'autre, d'un côté ou de l'autre. Je passe le micro à ma camarade. Merci beaucoup, le docteur Chambon. Madame Vandémy. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis le docteur Chambon Gaëlle. Je suis médecin généraliste installé au sud de Clermont, du coup, au niveau de l'histoire. Je suis installée depuis à peu près une dizaine d'années et c'est vrai que le Covid étant arrivé avec l'isolement et le repli sur soi, on a vu des scènes terribles arriver dans les familles avec des enfants en très très grande souffrance psychologique, qui se sont mis des fois à verbaliser des angoisses qu'ils avaient déjà par rapport à leur parcours scolaire, mais qui se sont majorées des fois par le repli et l'isolement social. J'accompagne assez régulièrement du coup des jeunes, que ça aille, alors moi j'ai pas de maternelle, mais j'ai plus des jeunes qui vont déjà dès le primaire jusqu'au collège, même lycée. Là j'ai même des étudiants qui sont en faculté, qui sont en difficulté relationnelle. Alors on va peut-être parler un peu plus de professionnels, mais pour moi ça reste quand même des étudiants et des jeunes qui sont en train de faire un parcours pour trouver une situation dans leur vie et un devenir. Et c'est de plus en plus compliqué à les accompagner, notamment parce qu'on n'a pas assez de suivi psychologique, on manque de psychiatres, de pédopsie, et je pense qu'effectivement ça relève d'un champ d'encadrement beaucoup plus large. Parce que si on attend désespérément que le CMP nous donne une place pour un suivi ou qu'un psychologue libère une place pour un suivi, malheureusement ça peut prendre du temps, 6 mois, des fois même plus. Donc il faut que ça soit vraiment une prise en charge même par le médecin de famille. Et c'est ce que je fais au quotidien régulièrement avec l'enfant, mais également tout le côté familial. Ça m'arrive aussi d'appeler du coup des CPE, des infirmières scolaires pour faire le point de ce qui se passe à l'école. Ça m'arrive aussi d'intervenir des fois sur place pour essayer de comprendre un petit peu la situation. Voilà. Je pense que vraiment, il ne faut pas minimiser ce qui se passe. Effectivement, ça concerne tout le monde. Je pense que si on réfléchit bien, je pense que personne dans cette assistance n'a pas connu un moment de souffrance à l'école. N'a pas connu un jugement, une critique, une remarque qui a pu marquer son esprit et en faire des angoisses, des peurs, des phobies scolaires, des problèmes du sommeil aussi. Donc aujourd'hui, on est face à une population beaucoup plus fragile. Je pense que vraiment le Covid a joué un rôle pertinent là-dedans pour faire un effet de levier et qu'on en parle un peu plus facilement et que la prise en charge soit un peu plus globale. Voilà. On vous remercie beaucoup, Madame Chambon. On remercie tous les intervenants qui ont su être brefs et efficaces. Je voudrais savoir maintenant s'il y aurait déjà une première question pour l'un ou l'une d'entre eux. Bon, Madame Dubois-de-Jean, est-ce que vous pourriez nous dire comment et pourquoi les parents font appel à votre association dans les situations de harcèlement ? Alors c'est variable. Parfois, ils viennent parce que nous on reçoit des parents, des familles, des individus, des couples et des familles. Donc on peut recevoir majoritairement des mères, c'est majoritairement celles qui viennent nous parler de ça, qui sont inquiètes et qui viennent pour savoir comment agir. Est-ce que je dois en parler à l'école? Est-ce que je dois comment faire? Et puis parfois on nous emmène les enfants aussi pour faire parler les enfants. Ils ne parlent pas, ils ne nous en parlent pas, on voudrait le faire parler. Alors on n'a pas de martingale, de méthode magique pour faire parler des ados ou des enfants qui ne veulent pas parler, mais on essaie de parler d'autres choses et du coup on arrive dans les entretiens familiaux ou les entretiens avec les adolescents. On a une offre pour les 12-25 ans qui peuvent venir nous voir gratuitement, un partenariat avec la Maison des Ados. Enfin, voilà, on est assez implanté dans le territoire et on a quand même des façons de peut-être faire exprimer ce qui se passe et puis aider un petit peu l'enfant. Mais si les parents viennent nous voir, c'est en général parce qu'ils sont extrêmement inquiets, ils sont très démunis
Et une des choses que nous aidons majoritairement, c'est peut-être à faciliter le contact. Alors on n'appelle pas forcément l'école ou le CPE ou l'infirmière, mais quand même les équiper un petit peu pour qu'ils soient efficaces dans le contact qu'ils vont avoir avec l'école, notamment quand on n'arrive pas forcément avec beaucoup d'hostilité, des critiques, etc. Parce que c'est pas efficace, tout simplement, même si on a de très bonnes raisons d'être en colère. Et donc on parle beaucoup de ça. L'idée, c'est de les amener à faire équipe avec les enseignants. Notre idée fondamentale, c'est que tous les adultes responsables aient une même définition du problème à résoudre. Et c'est ça le problème souvent, c'est que chacun voit le problème de son bout, et si les parents étaient moins ceci ou plus cela, ça irait mieux, ou si les enseignants étaient moins ceci ou plus cela. Donc cette idée d'avoir, et parfois on a même ça à l'intérieur d'un couple, c'est-à-dire que les deux conjoints ne considèrent pas la souffrance de l'enfant de la même manière. Comme un peu l'histoire du service militaire tout à l'heure dont parlait M. Gardet. Ben oui, il faut bien se forger, il faut bien se renforcer, etc. On entend un petit peu plus ça, c'est un peu stéréotypé du côté des pères, là où on va reprocher aux mères d'être un petit peu trop pouveuses, trop attentives. Donc ça, c'est des choses qu'on voit, qu'on entend. Merci Madame Desbaux-de-Jean pour votre réponse. Est-ce qu'il y aurait une question dans la salle ou en distanciel? Oui. Oui, moi je voudrais savoir, alors on va peut-être le voir dans la soirée, mais quand vous constatez qu'il y a du harcèlement, vous allez voir les parents, qu'est-ce que vous faites très concrètement pour que le harcèlement cesse? Et est-ce que, on entend à la radio, où on voit la télévision, un certain nombre de drames qui se passent, notamment des suicides, des suites, et on nous dit, les parents ont alerté, l'éducation nationale a alerté la police. Alors, quel est votre rôle très concret? J'ai bien entendu vos présentations, mais quel est votre rôle très concret pour que ça cesse, pour que le harcèlement cesse, et qu'il y ait peut-être des suites, et peut-être des suites judiciaires? Parce qu'il y a toujours une raison. Voilà, qui veut répondre? J'aurais aimé qu'on commence par une réponse plus simple, parce que votre question, elle est très très complexe, et alors c'est très bien, parce que ça va être passionnant, on va tous partir sur plein d'aspects différents. La question d'aspect juridique, oui, alors, on va l'aborder, mais je vais commencer par vous dire ce qui est fait en France. Alors moi, je suis pas représentant de l'éducation nationale, voilà, mes rapports avec l'éducation nationale ont été divers et variés sur ce sujet-là, donc je suis représentant associatif. Hein, et puis, alors, je vais vous faire part de mon expérience de CPE, mais en aucun cas, je vais intervenir en tant que représentant de l'éducation nationale là-dessus. Ce qui va me donner une liberté de parole, vous verrez. Ce qui est clair, c'est que depuis 2022, il y a eu, le ministre Blanquer a créé un comité national d'experts avec comme objectif essayer de créer une ossature pour tous les établissements français de l'école primaire jusqu'au lycée, une ossature commune de détection, prévention, sensibilisation et traitement des cas de harcèlement. Voilà, Jean-Pierre Bellon et moi, on était associés, on a participé à ça, et ce qui a débouché sur le dispositif phare, hein, qui a été le terme de ce travail qui a été mené pendant 3 ans, avec des personnes de la société civile. Il y avait Nora Fraisse, hein, qui a écrit ce livre, Marion, 13 ans pour toujours, qui a été mise en téléfilm. Sa fille s'était suicidée quand elle était en 4e. Il y avait vraiment des gens qui étaient quand même des gens responsables associatifs, des gens qui connaissaient un petit peu le harcèlement, et puis aussi des jeunes qui avaient envie de s'engager là-dedans. Donc phare, on a arrivé à quelque chose d'assez, pour une fois en France, d'assez complet, un petit peu inspiré de ce qui se fait dans les pays du Nord, et notamment en Finlande. En Finlande, il y a un programme qui s'appelle Kivakulu, depuis le début de l'école primaire jusqu'au lycée, et je pense qu'on s'était un peu inspiré de ce dispositif. Et on est arrivé à cette ossature, quel que soit l'établissement en France, vous avez cette ossature. En gros, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve de l'information des familles, de la formation des élèves, la création de quelque chose d'extraordinaire, et Laura en a fait partie, c'est ce groupe d'ambassadeurs lycéens ou collégiens contre le harcèlement. Et ça, c'est une force et un appui dans les établissements.
qui est extraordinaire parce qu'on s'appuie sur les observations, les connaissances. Alors on va les former. Regardez ce que deviennent des ambassadeurs, quoi. Comme quelqu'un qui maintenant est à la tête d'une association là-dessus. On est ravis de voir l'évolution. Donc ces ambassadeurs-là qui vont nous aider à repérer les situations, à détecter, à conseiller, à amener peut-être un élève à dire allez, faut aller voir l'infirmière, faut aller voir un collègue, faut aller voir le CPE. Des fois les élèves victimes de harcèlement, ils ont besoin juste de ce petit coup de pouce, parce qu'ils vont pas eux-mêmes franchir la grille. Donc les ambassadeurs, qu'est-ce que c'est un dispositif qui est important dans l'établissement? Vous avez ensuite une dizaine d'heures minimum consacrées dans chaque classe, consacrées sur l'année scolaire à la prévention du harcèlement. Alors on y trouve un peu tout et n'importe quoi. Ce qu'on y trouve inspiré des pays nordiques, c'est tous ces développements ce qu'on appelle maintenant les compétences psychosociales, à travers des exercices qui sont très ludiques. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi regarder des vidéos, parler du cyberharcèlement, voir comment on peut intervenir, regarder aussi quelle est l'approche statistique, quelles sont les conséquences sur les victimes, etc., etc. Ça, c'est obligatoire. Hein. Il y a l'information des parents, l'implication des parents aussi dans les ateliers, c'est aussi une proposition qui est faite dans le cadre du programme phare. Et puis, la première chose, qui était en amont finalement, c'est un questionnaire d'auto-évaluation qui est soumis aux élèves et qui nous permet peut-être, alors c'est un des questionnaires national fait par le ministère de l'Éducation nationale, mais qui nous permet peut-être de repérer que dans cette classe-là, oui, il y a 2 ou 3 élèves, ah oui, il y a la répétition des surnoms, il y a des moqueries, ils ont subi de l'humiliation, ils dorment pas bien la nuit, ils font des cauchemars, ils se sentent pas bien à l'école primaire ou au collège. Là, pour l'enseignant, on prend la grille et on repère. Et ça veut dire qu'en amont, l'enjeu de la lutte contre le harcèlement dans les écoles, c'est la détection précoce. Plus on détecte une situation de manière précoce, plus on a de chances de la régler rapidement et de manière pérenne. Alors il faut du temps. Hein. Lorsque vous êtes confronté à une situation de harcèlement, moi je l'ai traité en lycée, hein, c'est entre le moment où vous la détectez et le moment où vous êtes assuré que la situation est terminée, ça demande 6 heures, 8 heures, 10 heures d'intervention. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais moi, en tant que victime de harcèlement, j'attends aussi une réponse juridique. Alors avant la réponse juridique, il y a la réponse disciplinaire d'établissement, puisque l'établissement doit prendre d'ailleurs des mesures disciplinaires contre les élèves qui sont victimes de harcèlement. Je suis très 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 réservé. Auteur de harcèlement. Alors c'est une mesure qui peut arriver, mais pour moi je le mettrai plutôt à la fin du processus. Le ministère la met en début de processus. Et après il y a la loi, le 22 mars 2022, délit de harcèlement scolaire, qui est décliné du délit de harcèlement moral et avec une sanction pénale et pécuniaire absolument considérable, puisqu'on peut aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende pour des auteurs de harcèlement dont les agissements auraient conduit au suicide ou à la tentative de suicide du jeune. Voilà. Voilà pour votre réponse. Donc il y a un arsenal. Ensuite, pour les médias, on a vu le meilleur comme le pire. On sait qu'il y a un mois qui est particulièrement compliqué. On en parlait lorsqu'on a préparé cette intervention. Les mois de janvier-février, c'est les mois noirs du harcèlement. C'est les mois où l'élève victime de harcèlement, après des semaines et de mois de résistance héroïque à ses agresseurs, là il va s'effondrer parce qu'il est en milieu de l'année. Et c'est vrai qu'il y a quand même à ce moment-là, alors je ne sais pas si quelqu'un pourra confirmer ça, mais dans tous les cas, de 80% des situations de harcèlement qui ont été médiatisées, moi je peux travailler que là-dessus, surgissent au mois de janvier-février. Pourquoi? Parce qu'on est au milieu du guet, parce que le harcèlement est devenu une routine, il s'est transformé, on est parti d'un surnom, ensuite il y a eu des petits objets qui ont été jetés. Moi je pense à ces élèves qu'ils appelaient rentre-en-plan. Voilà, parce qu'il suivait le groupe. Pourquoi il voulait s'intégrer dans le groupe? Oui, d'accord. Il l'appelait rentre-en-plan. Après, quelques temps après, à Noël, il avait acheté un collier pour chien. Puis après, une boîte d'aliments pour chien. Et ça va durer un certain nombre de temps. Et il y a ce moment de l'année qui est absolument terrible, janvier-février, où 80% des suicides se passent. Alors, c'est aussi le moment où, là, vous êtes tranquillement en train de travailler, et entre le moment où ça commence à être médiatisé, et le lendemain, vous recevez 30 appels des médias en disant tout de suite, il nous faut un témoignage, c'est le moment, il faut y aller. Alors, et bien sûr, on voit que les situations les plus dramatiques, c'est aussi celles qui nous motivent tous, hein, je crois, parce qu'on ne veut plus qu'elles se produisent. C'est celles qui nous relancent la motivation, qui fait comment on peut se remobiliser. Et on passe à côté quand même de toutes ces solutions. Et le but de cette soirée, c'est de donner un message d'espoir aussi. Hein.
toutes ces solutions qui nous permettront de dire oui, on peut sortir du harcèlement. Il y a plein de façons d'y arriver et plein de façons efficaces. Il faut travailler avec le milieu médical, les associations, et faire avoir cette confiance réciproque entre l'institution scolaire et les parents d'élèves. Il y a un front commun à faire sur la question du harcèlement. Non, je vous remercie et merci de finir par l'espoir. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ou... Chantal vous donnera le micro si vous avez une question à poser. Tant pis, Chantal, t'as pas de chance. Je vais peut-être poser une question à Madame Vandély. Voilà, il y a votre propre cas, et vous en avez sans doute connu d'autres. Qu'est-ce qui peut amener un élève à devenir harceleur? Oula, question extrêmement vaste là aussi. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Gardet. En effet, les choses ne vont pas, une situation de harcèlement ne va pas disparaître du jour au lendemain, en claquant des doigts. La principale chose à savoir, c'est qu'elle sera connue. La victime sera reconnue. Et ça a une importance énorme. Il y aura un accompagnement de fait. Moi, pour avoir été victime pendant de nombreuses années, non seulement je n'ai pas eu de reconnaissance, je n'ai pas eu ce statut-là, je n'ai pas eu d'accompagnement, et puis surtout, vers qui me tourner. Et la chose qu'on dit bien en intervention, et ça va répondre aussi à la question pourquoi effectivement je rejoins Monsieur Gardet ici, décidément je vous rejoins beaucoup ce soir. Effectivement, les situations, malheureusement, où on entend parler beaucoup de drames en début d'année, janvier-février, c'est que sur la période, le mois de septembre, c'est la rentrée, c'est l'effervescence, etc. En règle générale, tout le monde apprend à se connaître. Mais après, il y a tout le processus du programme phare qui s'enclenche. Il y a des activités, des actions qui sont mises en place. Donc, et le calendrier est relativement intense. Donc, ça passe un peu, entre guillemets, inaperçu à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, oui, effectivement, janvier, février, c'est là où les jeunes, pour parler, il y a la soupape qui pète, quoi. Pour parler crûment. Il y a la soupape qui pète. Et ça tombe à ce moment-là. Et nous, notre travail, voilà, c'est accompagner justement dès la rentrée scolaire, dans la prise en charge, dans la sensibilisation, la formation. Et Nola, présidente aujourd'hui de l'association, peut en témoigner, puisqu'elle a fait partie de ce groupe, c'est de sensibiliser aussi ses camarades, leur expliquer qu'ils peuvent trouver une personne de confiance à qui parler, dans l'établissement ou à l'extérieur. Elle a cette possibilité-là, chose que moi, je n'ai absolument pas connue. Maintenant, ça existe. Oui, ça existe. Oui, depuis peu, effectivement. J'allais dire pour n'importe qui dans l'établissement. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'établissements, dont beaucoup d'établissements ruraux. Moi, je sais que c'était mon cas et c'est vrai que la mise en place dans les établissements, les petits établissements ruraux, ça reste encore compliqué. Quand on discute avec les professeurs, en fait, eux, ils n'ont pas les outils pour mettre ces choses-là en place. Et le rectorat, enfin le gouvernement, l'éducation nationale, leur apporte pas forcément ces outils-là directement. Comment mettre en place ça? En fait, il y a un programme qui est mis en place et c'est déjà une avancée extraordinaire, mais il reste encore des choses à faire et la plupart des établissements ruraux n'ont pas encore mis ces choses-là en place. Donc le harcèlement reste quand même bien présent et il n'y a pas de groupe ambassadeur dans tous les établissements, pas encore. Si je comprends bien, vous intervenez dans les structures, les personnes ne peuvent pas vous appeler en individuel. Si. Est-ce qu'une personne qui n'est pas majeure peut vous contacter? Oui, bien sûr. Okay. Pour vous aussi, alors je me présente, je suis thérapeute en fait, je suis sophrologue, je suis spécialisée dans le stress. Je viens du CHU, j'ai fait une recherche clinique sur le stress, je suis vite partie de l'hôpital en fait, parce qu'il y a beaucoup de harceleurs aussi. Voilà. C'est-à-dire que les jeunes deviennent des adultes
harceleur. J'ai une fille qui est instite et qui est partie parce qu'elle ne supportait plus, bon, elle était en Corse, mais elle ne supportait plus le harcèlement, en fait, elle ne pouvait plus enseigner correctement. J'interviens avec une amie qui est psychologue clinicienne avec qui on a un cabinet dans la parentalité, dans les relais petite enfance. Je fais partie d'une association qui s'appelle Touche pas à ma bulle, en fait, qui, vous le connaissez, voilà. Je fais de la sophro bénévolement, régulièrement, voilà, sur différents thèmes. Et après, ce que je voudrais savoir, c'est qu'un cabinet, moi, il y a des enfants qui viennent me voir, alors parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils ont des problèmes à l'école, parce que ça, et souvent, de plus en plus, et de plus en plus jeunes, derrière, il y a du harcèlement. Alors déjà, c'est de le dire aux parents, très souvent ils ne sont pas au courant, et après, le gros point d'interrogation, c'est qu'est-ce qu'on fait, et vers qui je les dirige. Moi, je peux m'occuper des émotions, je peux travailler avec ma copine qui est psychologue, mais comme tout, quoi, c'est une globalité. Et, en fait, j'ai l'impression que c'est des petites gommettes qu'on met, quoi, voilà. Tellement ça me semble immense. Par exemple, je m'occupe de petits tout qui sont compétiteurs dans un club de karaté. La dernière séance, on a parlé de tous, sauf de karaté, et ils m'ont parlé tous de harcèlement. Oui. Tous. Alors, je vais juste vous répondre, mais je vais finir ma réponse à Madame Gatignol. Qu'est-ce qui a fait que je devienne auteur ? Parce que c'est pas parce qu'on est victime qu'on va forcément être victime toute sa vie. Moi, je suis un cas particulier, je le reconnais largement, et non plus, j'aurais pu ne pas devenir auteur. C'est qu'à un moment donné, à 15 ans, il s'est passé un événement, alors qu'il y en avait déjà eu plein, hein, 15 ans d'événements, ça faisait pas mal, mais un événement a fait que ça a éclaté. Et là, en fait, alors ça n'excuse absolument pas et ça ne minimise pas les violences que j'ai pu avoir et le comportement harcelant que j'ai pu avoir. Mais voilà, en fait, j'attaquais avant de me faire attaquer. C'était ma forme de protection. Et en même temps, c'était toute ma colère, toute cette rage que j'avais qui ressortait. En grande majorité des cas, un auteur, nous on le constate en association, je le constate en établissement aussi, on le voit en intervention, lorsqu'on nous appelle pour des situations, parce que nous on intervient en établissement, de la maternelle donc jusqu'aux études supérieures, des établissements peuvent nous appeler, et c'est très régulier, voire un jour sur deux, voire en ce moment c'est tous les jours, on nous appelle, il nous arrive ça, est-ce que vous pouvez, est-ce que je peux venir, etc., est-ce que vous pouvez intervenir? Là, on accompagne l'équipe, parce qu'effectivement, vous parliez de gommettes, non, c'est un travail collectif. Oui, je comprends, oui, bien sûr, je comprends ce que vous voulez dire. Par exemple, j'ai des parents qui ont changé leur enfant d'école, oui, pensant que c'était bien, sauf que le petit tout est dans le même positionnement. Il n'aura pas eu de prise en charge. Parce qu'il n'a pas eu la prise en charge. Oui, voilà. Alors nous, c'est vrai, alors c'est pour ça que nous, en établissement scolaire, on travaille avec l'ensemble des agents. On travaille donc CPE, les AED, les services techniques, les profs, on travaille avec tout le monde. Tous les élèves savent qu'un adulte de l'établissement est sensibilisé, est formé et peut être amené à être une personne de confiance. Donc ça, on insiste beaucoup sur cette personne-là, justement. On dit toujours à un enfant que tu peux avoir une personne de confiance. Il y a des enfants qui ne vont pas parler à leurs parents. On a l'exemple, nous, d'Alexis, notre président, qui, ses parents sont tombés des nues quand ils ont découvert que leur fils était victime de violences et de harcèlement. Et quand on lui a demandé, mais alors ça, c'est un mot que nous, on bannit, c'est le mot « pourquoi ». Parce que lorsque vous posez, je fais une parenthèse, mais le mot pourquoi, une victime, et moi, à l'heure actuelle, et ça fait partie des conséquences de toutes les violences, le mot pourquoi, on le prend comme un reproche. Donc, on appuie sur une culpabilité que déjà a la victime, alors qu'elle ne devrait pas l'avoir, on est bien d'accord.
Parce qu'en fait, une victime est persuadée d'avoir fait quelque chose pour qu'on la prenne pour cible. Et ça, peu importe le type de violence que ce soit. Ça, c'est... je parle trop ? Non, pas du tout. Voilà. Et du coup, effectivement, du coup, j'ai perdu mon fil. Désolée. Non, mais je vous en prie, c'est moi. Voilà, je veux retrouver mon fil. Moi, je veux juste rajouter qu'en fait, la plupart des enfants, comme disait Sandra, la plupart des enfants ne parlent pas à leurs parents. Et quand on va rencontrer un adulte en lequel on va avoir confiance à l'école, généralement, on va rencontrer un seul. Si cette personne-là, elle rompt la confiance de l'enfant, c'est-à-dire, par exemple, si l'enfant vient vous voir en vous disant, voilà, je vous raconte ça, mais faut pas en parler à mes parents. Si vous en parlez à ses parents, en fait, il ne refera plus jamais confiance à un adulte, et c'est généralement le cas, par exemple, au collège. Les enfants ne vont plus jamais se confier à un adulte sur le harcèlement, sur les problèmes qu'ils ont, par exemple, familiaux, parce que dans le passé, les adultes ne l'ont pas écouté. Dans le passé, les adultes, ils ont pris des décisions à sa place. Dans le passé, en fait, c'est important de savoir qu'un enfant va faire confiance à une ou deux personnes maximum, et une fois que sa confiance est brisée, après, c'est très dur de la récupérer. J'imagine pour monsieur que c'est encore pire au lycée, parce qu'en fait, il y a eu déjà plusieurs établissements scolaires fréquentés, donc généralement des situations aussi qui proviennent du collège, qui se terminent après au lycée, puisqu'on retrouve aussi les mêmes personnes au lycée. Et vous devez récupérer certains cas un peu justement où les enfants n'ont plus confiance en l'adulte de par leurs expériences au collège. Et Alexis, pour revenir sur notre ami Alexis, en fait, c'est qu'il ne voulait pas faire de peine à ses parents. Il ne voulait pas leur causer de soucis. Il ne voulait pas les inquiéter. Je peux dire quelque chose Mais je vous en prie. parce que tout à l'heure vous avez parlé de ça, vous parlez des enfants qui ne parlent pas à leurs parents. Peut-être des situations qui me viennent quand j'entends ça. Alors j'ai oublié de dire aussi que les parents viennent aussi parce qu'ils quelquefois ils pensent que leur enfant est harceleur. Ils ne viennent pas que parce que leur enfant est harcelé. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est que les enfants, d'une manière générale, même les bébés, protègent leurs parents. Ils protègent leurs parents, surtout quand leurs parents sont en difficulté. Et c'est un des facteurs fragilisants. Je ne fais pas de rapport de causalité entre les difficultés des parents et le harcèlement, mais quand même, il y a des corrélations quelquefois parce que ça fragilise les enfants quand il y a, par exemple, une situation que j'ai eue cette semaine, une séparation des parents assez brutale avec un déménagement, un changement d'établissement. Ça, c'est un facteur fragilisant. Être nouveau dans l'année, avoir des parents, être préoccupés par la situation de ses parents qui eux-mêmes sont préoccupés. Ça peut être la maladie, ça peut être d'autres choses. Et ça, c'est des choses, on en voit des traces dans la littérature. On voit toute la littérature qui parle de harcèlement, parle de ces situations où l'enfant a été changé de maison, il lui est arrivé des choses, ou il est arrivé des choses à sa famille. Donc l'enfant, d'une manière générale, protège ses parents. Et plus les enfants ont eu des parcours de rupture, ça rejoint ce que disait Enola, mon prénom, ce que disait Enola, plus les enfants vont perdre la confiance dans les adultes. Et donc plus ils sont fragiles et poreux à ces processus de harcèlement. C'est vraiment ce qu'on constate. C'est exactement ça. Merci. Vous voulez donner un chiffre? Oui, un chiffre sur ça. En 2007, on fait une enquête auprès de 3000 collégiens pour savoir quelle est la prévalence du harcèlement, pour dire quel est le taux réel du harcèlement au collège, parce qu'il n'y avait aucun chiffre en France. Et on avait posé une question en disant, si tu as des ennuis au collège, à qui en parles-tu? Aux parents, au CPE, aux profs ou aux amis? Alors effectivement, quelques-uns en parlaient aux amis, mais est-ce que les amis en collège sont les mieux placés pour aider? Non, soyons c'est très, très clair. Et après, lorsqu'on regarde combien d'élèves, on est arrivé à extraire la population des victimes de harcèlement, et quand on regarde combien d'entre eux on en parlait aux parents, on était, et c'était donc en 2007, on était à 4%. 4% d'élèves victimes de harcèlement, on parle aux parents. Et quand on regarde les mêmes, à combien il y en a qui ont parlé à les personnels de l'établissement, on était à 3%. Donc, n'attendons pas de nos enfants qui viennent vers nous
Pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Et puis il y a aussi, ce qui revient aussi très régulièrement dans la bouche des victimes, pourquoi tu n'en as pas parlé? Parce que j'ai honte de ne pas être en mesure de me défendre dans ce contexte précis. Le sentiment de honte revient systématiquement dans la bouche des harcelés. Donc ils ne vont pas nous parler. Là, la bonne nouvelle, c'est la même enquête, passée 10 ans plus tard, montre une nette évolution. Les élèves victimes de harcèlement qui en parlent à leurs parents en 2016, 16%, et quasiment le même taux au personnel de l'établissement. Vous vous rendez compte? 16%, et je vous parle de progrès? Il y a un problème. Parce qu'il y a quand même encore 84% des élèves victimes de harcèlement qui n'en parlent pas à un adulte. Et si je peux rajouter juste un dernier truc. Là, on est dans une situation parfaite où en fait les parents sont des parents qui vont entendre l'enfant, qui vont faire en sorte que la situation soit réglée. Il faut savoir que toutes les familles ne sont pas comme ça. On est régulièrement confronté avec l'association à des familles en fait qui sont soit dans le déni, c'est-à-dire qu'on a des parents en face de nous qui ne vont pas entendre soit que leur enfant est auteur, soit que leur enfant est victime. Donc en fait, on se retrouve face à un mur, on ne peut rien faire avec la famille. L'enfant peut en parler ou non, les parents, c'est un mur, ils ne pourra rien faire. Et ça, c'est pas, malheureusement, c'est pas rare de tomber aussi face à des parents comme ça. Par rapport aux auteurs, on tombe aussi souvent face à des parents qui ne vont pas forcément remettre en question leur enfant. Et donc le problème, c'est l'éducation. On revient à ce qu'on disait au début. Le problème, c'est l'éducation. Le problème, c'est pas leur enfant. Leur enfant, il est parfait. Et donc en fait, là, pour régler la situation avec les parents, c'est compliqué. Donc demander à un enfant d'aller parler à son parent, oui, mais en fait, on ne sait jamais ce qui se passe à la maison. Donc c'est assez délicat, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Oui, monsieur? Oui, moi, il y a deux genres de harcèlement, si on peut appeler ça comme ça, que j'aimerais bien qu'on me parle, qu'on me dise éventuellement ce qu'il faut faire et tout ça. C'est un enfant qui est harcelé en CP, carrément en petite section, par son enseignant. Quand quelques années après, il rentre en primaire et que le directeur même de la primaire avec qui on a pris rendez-vous dit « Oh mais 60% des enfants qui viennent de cette école, ils ont des problèmes » et l'éducation ne réagit pas, ça me rend un peu malade. Première chose. Et la deuxième chose, il y a aussi un problème quand je pense que l'éducation a aussi un gros souci avec les enfants qui sont diagnostiqués pour différents soucis, qu'on intègre dans des classes et que ces enfants-là ont tous les droits et ils harcèlent les autres. Parce qu'on ne peut rien leur dire. Ils sont diagnostiqués, donc il faut les laisser faire, il ne faut surtout pas les contrarier. Et eux, ils ont le droit d'aller harceler les autres, mais les autres, si jamais ils se défendent, ils se font punir. Et ça, je pense que, alors, je ne sais pas du tout s'il y a une solution, quelle est la solution, mais je pense que c'est un sacré problème dans les écoles et qu'il faudrait essayer de prendre à bras le corps. Moi, je ne connais pas du tout la solution, mais je pense qu'il y a des choses à faire, importantes. Qui veut répondre? Ce dont vous êtes en train de parler, c'est l'école inclusive, c'est-à-dire que dans l'école vont être maintenant inclus des personnes qui autrefois étaient en institution entre elles et donc qui elles-mêmes étaient, j'ai envie de dire, victimes de ce séparatisme et de mise à part de la société. Et l'école inclusive est quelque chose de très ambitieux, très difficile à atteindre, et ce que vous décrivez arrive. Je ne vais pas vous dire que ça n'arrive pas. Moi, j'ai longtemps été à l'éducation nationale aussi, j'ai pu le vivre comme enseignante, j'ai pu le voir, et je suis assez d'accord avec vous sur le fait que ça arrive. Alors, c'est pas toujours la majorité des situations. C'est souvent la question du nombre d'adultes pour réguler ça qui est derrière, que ça arrive. Parce qu'effectivement, ces enfants-là, quand ils sont inclus, ils ont une AESH ou un AESH, une personne qui doit les accompagner. Et ça, il y a le projet, l'idéal, et puis il y a le réel avec les personnes
insuffisante pour s'occuper de ces enfants-là et être derrière eux, parce qu'effectivement, quand on a des enfants qui ont des troubles autistiques ou quelquefois des troubles qui font qu'ils n'ont pas toutes leurs fonctions exécutives, opérationnelles, ils n'y sont pour rien et effectivement, il faut bien qu'ils vivent et que la société les intègre. Donc il y a quand même beaucoup d'éducation à la différence et puis je trouve qu'on observe, je ne sais pas ce qu'en pense Monsieur Gardet, mais quand même quelquefois aussi des élèves qui peuvent comprendre aussi certaines choses, pas forcément comprendre pourquoi les autres ont des droits et pas eux, mais comprendre que par exemple il y en a un qui peut se lever parce que lui il est comme ça et puis nous on ne peut pas se lever, donc ils comprennent quand même la différence. Sur la première question, sur la question de l'enfant du CP qui est harcelé par son enseignant, quand ça existe aussi, je ne peux pas dire le contraire. Quand j'étais à l'éducation nationale, j'ai vu des collègues, je trouvais même qu'on s'y habituait un peu trop rapidement quand même et qu'on n'était pas forcément très réactifs, entre collègues aussi, parce que ça se sait aussi ça. Donc il y a un peu l'omerta et la loi du silence. Cependant, je pense que quand les parents viennent avec des situations comme ça et qu'elles sont vraiment caractérisées, si l'institution ne réagit pas, après il y a des voies de justice. Je ne dirais pas autre chose, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si je peux, allez-y, madame. Pour compléter, je ne vais pas répondre sur l'éducation nationale en général, je vais parler sur le terrain, parce que nous sommes une association locale, on se déplace sur tout le département. Ça fait 15 ans que moi j'interviens. Entre l'année dernière et cette année, on a eu une augmentation d'activité de plus de 40%. Ça veut dire que les établissements scolaires nous font confiance aussi. Ça veut dire qu'il y a des établissements scolaires qui prennent à bras-le-corps, qui font des choses. Il ne faut pas mettre tout le monde, vous voyez ce que je veux dire, il y a des choses qui sont... Je ne suis pas sponsorisée non plus par l'éducation nationale. Je vais vous dire quelque chose que justement Madame Boissière m'avait dit il y a quelques années, puisque je suis quelqu'un d'hypersensible et je prenais tout de plein fouet. Elle me disait écoute Sandra, tu sèmes des graines. Et oui, on sème des graines. Et je me rends compte que ça fonctionne, même à notre niveau local. Et c'est très bien, ça progresse. Malheureusement, comme le disaient mes camarades, c'est au bon vouloir de chacun. C'est comment on veut prendre la situation. Déjà, est-ce qu'on a assez la capacité à gérer une situation? Admettre qu'on ne sait pas gérer une situation, c'est pas facile. Quand on est agent éducation nationale, parce qu'on devrait être censé savoir le faire, et c'est de ne pas avoir peur de faire appel à d'autres pour aider. Et sur le plan local, ça fonctionne. Je vois à notre niveau, ça fonctionne plutôt bien. Donc, on ne réglera pas tous là, comme ça. Ça mettra encore du temps. Vous voyez, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Voilà, je me dis qu'on va sur le bon chemin. On va vraiment sur le bon chemin. Voilà encore des paroles d'espoir. Merci. Est-ce que vous êtes satisfait, monsieur? Partiellement. Après, pour répondre, effectivement, malheureusement, vous parlez, oui, M. Gardet l'a bien dit, après tout ce qui est malheureusement voie juridique ou alors changer d'établissement, c'est que l'accompagnement n'a pas été fait correctement, la prise en charge n'a pas été faite correctement, et ça c'est triste. Moi, franchement, moi ça me fend le cœur à chaque fois quand j'entends ça, et je l'entends encore, et c'est pour ça qu'on fait un travail collectif. On essaye d'être présent, mais comme aujourd'hui, grâce à Madame Gatignol, grâce à Harmonie, on est là pour parler aussi de l'association, de savoir ce qu'on fait sur le terrain, le travail qu'on fait avec des établissements scolaires sur le Puy-de-Dôme. Donc il y a des choses qui sont faites. Oui, mais il y a encore des situations comme ça qui arrivent. Malheureusement, oui. Et
nous, notre travail aussi, c'est d'accompagner. Et quand je dis qu'on accompagne, c'est qu'on accompagne, on prend en charge, on accompagne psychologue, on fait le lien médiation. La semaine dernière, j'étais encore sur un conseil pédagogique. J'ai été invitée par l'établissement à participer au conseil pédagogique, voilà, parce que incompréhension avec des parents. Et puis ça s'est extrêmement bien passé, aussi bien d'un côté que de l'autre, je dirais. Voilà, donc après, voilà, c'est un travail collectif et de toute manière, c'est comme tout, hein, c'est comme pour les petits enfants, il faut répéter. Faut répéter. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Vous lui donniez une précision à monsieur. Allez-y. On va essayer de faire en sorte que vous soyez un tout petit peu plus satisfaits. Tous ensemble, on se limite tous, on en rajoute une couche. Est-ce qu'un élève en inclusion scolaire avec une problématique psy a le droit de harceler? Non. Non, pas plus. Et ça, je suis d'accord. Ensuite, on va se confronter sur l'expression du trouble chez ce jeune garçon. Surtout, vous parlez primaire, c'est ça? Donc, voilà. Donc, ouais, CP. Donc, c'est vrai que le problème se pose. Alors, moi, je le vois au lycée, mais c'est pas du tout les mêmes problématiques de troubles. Et on peut parier. On a une professeure qui est spécialisée. Et quand on a ce problème-là, elle intervient dans la classe, à la fois avec l'accord des familles et des élèves, pour expliquer le trouble. Et après, on n'a pas, si vous voulez, ces élèves qui sont violents par rapport aux autres. En lycée, on les a plus. Mais c'est vrai qu'en école primaire, la réaction par rapport à ces troubles, c'est la violence physique. Et on sait bien que c'est pas intentionnel, cette violence physique, et pourtant, on ne peut pas la mettre. Donc, je pense, voilà, il faudrait trouver l'équilibre et le compromis entre ce jeune-là, je crois que pour tout le monde, et aussi pour les jeunes qui sont sans ces problématiques-là, c'est bien, mais il faut trouver l'équilibre parce qu'il y a des choses qu'on peut pas, c'est vrai qu'on peut pas accepter une violence physique où on se fait taper tous les jours, même si par quelqu'un qui n'a pas du tout l'intention de le faire. Et pourtant, je pense pas que, voilà, il n'a pas la volonté, il n'a pas le droit de harceler, enfin, je crois que le terme harcèlement pour quelqu'un qui est en inclusion scolaire, je pense pas que ça soit le bon terme parce que il faut quand même qu'il y ait une intentionnalité, c'est-à-dire qu'il ait conscience qu'en harcelant quelqu'un, il se joue sa place dans le groupe, il va être populaire. Voilà, c'est pas ces problématiques-là. Donc c'est extraordinairement complexe. Mais je crois que non, la violence, on peut pas. Donc il faut qu'on trouve un moyen de réguler pour qu'à la fois que l'expression de la violence qui est liée aux symptômes ne s'exprime pas, mais qu'à la fois, parce que le harcèlement, il peut être de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est cette personne qui va être différente, qui va être harcelée par le groupe, simplement parce qu'il présente une différence. C'est compliqué. Ensuite, sur la relation professeur des écoles et élèves, oui, ça arrive. Vous avez des référents harcèlement au niveau départemental. Hein. Un référent, alors normalement dans les établissements, vous avez aussi un référent harcèlement, mais c'est collège-lycée. En primaire, il y a normalement, voilà, faut se tourner vers le directeur ou la directrice, mais vous avez des référents départementaux. DS, DEN du Puy-de-Dôme, et vous avez une référente académique, Madame Tokarski. Vous avez également un numéro de téléphone, le 3018, qui est fait justement pour vous donner un coup de main et avoir une écoute et une réponse si voilà, la situation vous semble bloquée au niveau d'un établissement. 3018, c'est géré par une association qui est historique dans la lutte contre le harcèlement, qui s'appelle e-Enfance. Et ils ont des moyens considérables là-dessus. Et ils demandent des comptes. Enfin, 3018, quand vous appelez, il y a un suivi. Il y a un suivi qui est beaucoup plus efficace qu'il y a quelques années. Donc, si vous voulez, il faut connaître ces moyens de recours-là avant peut-être d'engager sur un recours pénal. Parce que là, on va être confronté à... Et d'ailleurs, on le voit, monsieur, quand vous disiez tout à l'heure, un élève victime auteur de harcèlement, faut que la loi lui réponde. Oui, mais le temps pénal et le temps scolaire, c'est pas du tout le même. Là, actuellement, je traite avec la police des cas qui sont passés il y a 4 ans et qu'on a réglés dans l'établissement. Donc là, il y a cette différence de temporalité, elle va contribuer au contraire à alimenter un peu plus le harcèlement. Donc, il faut s'adresser aux référents dans un premier temps. Si vous engagez dans un combat pénal, je vous dis que c'est un combat de longue haleine. Oui. Et juste, excusez-moi, justement, c'est la problématique aussi, c'est que les parents ou les familles ne connaissent pas justement les interlocuteurs, vers qui se tourner.
pour rien vous cacher, je ne vais pas trahir notre secret professionnel qu'on a avec Enola. Hier soir, je suis passée 2 heures et scène d'agression extrêmement violente. Il a agressé une de ses camarades. Mais agressé, je minimise en disant agressé, parce que c'est allé extrêmement loin. Tout s'est enclenché, tous les interlocuteurs. Premier réflexe qu'elle a eu, c'est prévenir l'école, la directrice, maîtresse, nous contacter. Donc voilà, elle m'a contacté hier soir, mais c'est pas grave. Au contraire, je préfère qu'elle me contacte même à 3h du matin. J'ai des parents qui m'appellent à 3h du matin. Pas drôle, mais c'est comme ça. Et du coup, là, on enclenche tous les Alors, il va falloir contacter, et là, on dit, il va falloir contacter telle personne, il va falloir contacter telle personne. M. Gardette l'a bien dit, il y a des inspecteurs d'académie, de circonscription, il y a la référente harcèlement, il y a M. Jardry aussi au Puy-de-Dôme. Tous ces gens-là, ils sont accessibles. On trouve leurs coordonnées sur le site de l'Académie de Clermont. Il n'y a pas de problème. Et nous, on communique tous les numéros aussi. Donc, et on est en lien avec toutes ces personnes. Donc, à chaque fois, donc là, on ne peut pas faire, je pense, mieux comme réponse, puisqu'on a le cas depuis hier soir. Voilà. Et tous les interlocuteurs, avant ce matin 9h, ils étaient tous au courant. Oui, dans ce cas-là, c'est très bien. Moi, cet enfant, je vous parle, ça, il le vit depuis 2-3 ans. Parce que quand on tire la sonnette d'alarme, c'est pas vrai. C'est de la faute de la famille. C'est de la faute de sa maman, qui est quelqu'un que j'essaye d'aider, parce que c'est une femme qui est toute seule, qui élève son enfant toute seule. Donc, c'est de sa faute. C'est parce qu'il n'y a pas de papa. Voilà ce qu'on a tendance à lui dire sans arrêt. Et ça recommence. Elle a changé le petit d'école justement à cause de ça. Mais donc là, comme j'ai plus ou moins compris, entendu, il a reproduit un peu le même schéma et ça s'est passé la même chose par la suite, quoi. D'accord. Donc c'est très difficile. Et je pense qu'effectivement, il y a eu un chemin peut-être qui était... C'est que je pense que si tous les enfants de la classe, on leur avait parlé, oui, on leur avait expliqué, on leur avait... Mais ça, c'est fait très régulièrement. Hein. Bah, je pense qu'on aurait pu avoir des résultats très intéressants, quoi. Tout à l'heure, on parlait d'une prise en charge globale. Et là, du coup, par exemple, les enfants qui sont changés d'établissement, alors, c'est bien. Enfin, non, c'est pas bien pour les victimes, mais voilà, on change l'enfant d'établissement. Ok, super, il n'y a plus la situation embêtante. Sauf qu'en fait, l'enfant a été victime pendant de nombreuses années. Il est traumatisé de ces nombreuses années-là. Donc oui, dans son cerveau, il se met en place en fait un schéma qui va répéter en boucle. Cet enfant-là, il a besoin et il doit en fait être suivi par des professionnels parce qu'il a été traumatisé au même titre qu'un adulte peut être traumatisé de violence en fait. Et donc cet enfant-là, on doit lui apporter des solutions pour justement guérir de ces traumatismes-là, pour éviter que plus tard il refasse, il retourne en fait dans cette, oui, il répète le même schéma. Ouais, c'est... Pour ma part, en fait, c'est ça, genre, tout au long de ma scolarité, j'ai reproduit le même schéma parce que j'ai jamais été prise au sérieux. Et quand, au lycée, j'ai commencé, en fait, à me rendre compte que, justement, peut-être qu'un apport psychologique, un apport... J'ai fait de l'EMDR par rapport au harcèlement pour réduire le traumatisme. Et voilà, en fait, c'est ça, genre... il faut apporter à ces enfants-là aussi un soutien médical, un soutien psychologique, chose qu'on oublie quand même beaucoup de faire. Et on s'occupe plus du côté juridique et on laisse un peu le reste de côté. Madame Chambon, est-ce que dans votre formation de médecin généraliste, vous avez eu des formations pour faire face à ce genre de situation spécifique? En tant que médecin généraliste de base, on passe un peu par tous les services, mais on n'a pas une formation dédiée sur comment appréhender des situations de crise comme ça ou des états de choc post-traumatique. Donc ça s'apprend au fur et à mesure, je veux dire, avec l'expérience. Et puis, avec des formations complémentaires, on peut tout à fait s'intéresser à ce genre de sujet-là. C'est aussi au contact d'autres professionnels qui ont l'habitude de gérer ce genre de situation qu'on arrive à développer aussi une approche particulière, à les encadrer, à les soutenir.
Et je suis d'accord avec ce qu'ont dit mes deux collègues. C'est vrai que si on fait qu'on dit c'est bon, il n'y a plus de harcèlement, mais qu'on n'accompagne pas dans la cicatrisation du processus qui a été vécu pendant des mois, voire des années, on est effectivement à même à reproduire un schéma similaire. On le voit pour d'autres situations traumatiques, même chez l'adulte, de se retrouver à nouveau dans une situation de victime et même des fois effectivement de devenir tellement en colère et tellement hors de soi avec des émotions qui nous dépassent, impossible à les gérer, qu'on passe de l'autre côté, comme disait Sandra, qu'on passe du coup du côté harceleur. Donc cet accompagnement des émotions chez l'enfant, c'est important, elles ne sont pas matures, à l'adolescence il y a un rebond dans l'immaturité de ses ressentis, avec la puberté qui arrive, et ce schéma de qui on se construit, qui on va être, je pense que là, d'autant plus, c'est une situation fragile, parce que justement, on essaie de créer une personnalité, de s'introduire dans des groupes, d'essayer de se faire des affinités qui ne sont pas toujours très évidentes encore à appréhender à cet âge-là. Donc, un suivi, oui, il en faut un. Accompagner les familles aussi, je pense que c'est un suivi global qu'il faut vraiment leur apporter comme réponse. Merci beaucoup. Notre conférence débat touche bientôt à sa fin. Est-ce que du fait qu'on a commencé en retard, on a le droit de continuer un peu plus tard? Je ne sais pas qui peut répondre. Si je peux en profiter pour dire quelque chose sur le plan psychologique. Oui, et soyez bref parce qu'on a très peu de temps. Je vous en prie. Un enfant pas pris en charge aujourd'hui, c'est un adulte qu'il faudra soigner demain. Voilà. Je crois que vous avez tout dit. C'est court, clair, net. Clair, net et précis. Voilà. Je voulais remercier toutes les intervenantes et l'intervenant. Je voulais vous remercier tous et ceux qui sont en distanciel. Je voulais remercier tous ceux qui ont travaillé avec moi sur le projet, notamment José Gauthier, qui est celui qui a eu l'idée de traiter le harcèlement scolaire. Je voulais remercier Chantal Panot, qui faisait partie du groupe et qui vous a passé le micro ce soir. Je voulais remercier Jean-Pierre Bécasse aussi, qui est assis à côté de José. Voilà. Et je voulais remercier Madame Thérèse Côte, qui est au fond, là-bas, derrière, et qui nous a rejoints vers la fin. Voilà, donc merci à tous. Et puis, merci aussi à Madame Martine Bohan d'être venue, parce que c'est la responsable régionale, donc voilà, qui s'occupe de ce groupe projet. Voilà. Et merci à Bernard Diff aussi, parce qu'on a la chance quand même d'avoir notre président de région qui est là également, voilà, au fond. Oui, Bernard, toi aussi, tu as droit qu'on te remercie. Et voilà, et je vous invite tous à prendre le pot de l'amitié, mais je vous en prie. J'ai juste deux dernières choses à vous dire. Je ne vais pas vous faire de leçons de morale du haut de mes 22 ans, c'est pas du tout le but, mais soyez curieux. On n'a pas eu le temps d'aborder le thème du cyberharcèlement. C'est un thème hyper important, surtout actuellement. Il nécessiterait à lui seul une soirée, comme l'a dit Monsieur Gardet. Renseignez-vous, il y a des solutions qui sont apportées aussi pour ça, des solutions trop méconnues des jeunes. Voilà. Et dernière chose que je dis à chaque fin de conférence, faites l'inverse de la justice française. La justice française, elle part du principe que l'on est coupable jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Quand vous rencontrez un enfant victime de harcèlement, partez toujours du principe qu'il est victime jusqu'à preuve du contraire. Voilà, c'est tout. C'est discutable. Bon. Je ne sais pas si on va réussir à arrêter. Donc, je vous invite à passer à côté. Si vous voulez vous restaurer un petit peu et puis continuer de discuter aussi. Voilà, si vous avez le temps. C'est avec plaisir. Ouais. Merci à vous.